Je savais que ma sœur me détestait, mais je n'imaginais pas jusqu'où elle irait avant qu'elle ne fasse glisser un cadeau d'anniversaire sur la table en ricanant. Un kit de test ADN. Peut-être que ça expliquera enfin pourquoi tu es l'erreur d'un autre homme, a-t-elle lancé, assez fort pour que chaque fourchette se fige en plein vol. J'ai ravalé ma honte, j'ai envoyé le kit par la poste et j'ai attendu. Des mois plus tard, le notaire de la famille a demandé une réunion d'urgence concernant Camille Valmont. Ma mère est devenue livide. Mathilde a cessé de sourire. Et à ce moment-là, j'ai réalisé quelque chose de terrifiant, elle savait déjà ce que j'allais découvrir. La plupart des gens imaginent la famille comme un refuge douillet. La mienne a toujours ressemblé à une demeure au sol de marbre glacé, magnifique de l'extérieur, mais frigorifiante une fois le seuil franchi. En grandissant dans la maison des Valmont à Lyon, j'ai appris très tôt à me faire toute petite. J'étais l'enfant discrète, celle qui faisait ses devoirs sans qu'on le lui demande, celle qui disparaissait dans les coins pour que ma mère n'ait pas à soupirer et que ma sœur ne me lance pas de regards méprisants. Même à l'époque, le monde de Mathilde semblait être le centre de l'univers. Elle avait l'art d'attirer l'attention sans jamais la mériter. Des rires bruyants, des histoires dramatiques, un talent pour transformer chaque pièce en scène de théâtre. Et ma mère, Béatrice, applaudissait chacun de ses gestes. Quand Mathilde obtenait un 12 à un contrôle, on disait qu'elle avait une personnalité équilibrée. Quand je rapportais des 18 partout, maman me regardait avec un air absent, comme si elle avait oublié qui j'étais pendant un instant, avant de dire « C'est bien, Camille. Peux-tu aider à dresser la table ?» À l'âge de 35 ans, j'avais construit une vie loin de cette maison. Nantes me convenait parfaitement avec ses matinées calmes, ses routines simples, le genre de stabilité que je n'avais jamais connu enfant. Je travaillais comme analyste financière, je m'habillais dans des tons neutres et doux, et j'essayais de ne pas penser à cette douleur constante d'être la fille oubliée. Mais quand mon père, Jean-Pierre Valmont, est décédé, la gravité de notre famille m'a aspiré de nouveau. Il avait été la seule chose stable dans cette maison, un homme de peu de mots mais d'une chaleur surprenante. Dans les petits moments, une main sur mon épaule, un hochement de tête fier lors de ma remise de diplôme à l'université. Je ne savais pas alors qu'il portait un secret plus sombre que tout ce que je pouvais imaginer. 3 mois après les obsèques, maman a insisté pour que nous organisions un petit dîner d'anniversaire dans la vieille maison familiale. Sa voix au téléphone était trop enjouée, trop répétée, comme si elle lisait des répliques écrites par quelqu'un d'autre. Quand j'ai franchi la porte d'entrée, j'ai senti le mélange familier de cire d'abeille et de vieux livres. Le lustre brillait, mais la maison semblait plus vide sans la présence silencieuse de papa. Mathilde était assise à la table de la cuisine, feuilletant des brochures de complexes hôteliers de luxe, bronzée par un récent voyage, m'accordant à peine un regard à mon entrée. Maman se servait plus de vin que d'habitude, ses mains tremblant légèrement. Quelque chose d'indicible flottait dans l'air comme un orage qui n'avait pas encore éclaté. J'ai essayé de poser des questions sur la succession, gentiment, respectueusement. Maman s'est figée, son sourire s'est crispé. Nous ne sommes pas encore prêtes, a-t-elle dit, mais ses yeux ont glissé vers Mathilde, et Mathilde a eu un sourire en coin comme si elle connaissait un secret que j'ignorais. Avec le recul, ce dîner n'a jamais eu pour but de fêter mon anniversaire. Il s'agissait de préparer le terrain pour mon humiliation. La tension ce soir-là n'est pas arrivée d'un coup sec. Elle s'est glissée lentement, comme un courant d'air sous une porte fermée. Chaque petit détail sonnait faux. Mathilde ne cessait de me lancer des regards impatients, comme si elle attendait un signal. Elle et ma mère étaient les seules à avoir répété la scène. Le verre de vin de maman n'était jamais vide, bien qu'elle y trempait à peine les lèvres. Ses doigts ne cessaient de caresser le pied du verre comme si elle avait besoin de s'accrocher à quelque chose. Le dîner lui-même était une performance. Mathilde parlait sans arrêt de son travail, de son mari, de ses projets de refaire sa cuisine dans un style campagne chic. Maman riait à chaque commentaire, même ceux qui n'étaient pas drôles. Quand je prenais la parole, la pièce semblait s'assombrir comme si quelqu'un baissait le volume de mon existence. Au milieu du repas, Mathilde s'est penchée en arrière, les yeux brillants. Alors, Camille, toujours dans ce même cabinet d'audit à Nantes ? Avant que je puisse répondre, elle a enchaîné sur une autre histoire la concernant.
Ce n'était pas une question, c'était un rappel que je n'étais qu'un bruit de fond. Pourtant, autre chose bouillait sous son expression hautaine. De l'anticipation. Du calcul. Quand maman s'est levée pour apporter le dessert, un simple gâteau acheté en pâtisserie qu'elle n'avait même pas pris la peine de présenter sur un plat, Mathilde a repoussé sa chaise de manière théâtrale. En fait, a-t-elle dit en tendant une boîte brillante enveloppée de papier argenté, j'ai apporté un cadeau d'anniversaire. Quelque chose que tu trouveras, je pense, très éclairant. Le visage de maman s'est vidé de son sang. Mathilde. Mais Mathilde l'a ignoré, faisant glisser la boîte sur la table vers moi comme si elle contenait une pièce à conviction plutôt qu'un présent. Vas-y, a-t-elle dit, son sourire fin comme une lame de rasoir, ouvre-le. J'ai retiré le papier, un calme étrangement envahissant. À l'intérieur se trouvait un kit de test ADN. La pièce est devenue silencieuse, à l'exception du léger ronronnement du réfrigérateur. Mathilde s'est penchée, riant sous cape. Peut-être que ça expliquera pourquoi tu es l'erreur d'un autre homme dans cette famille. Les mots ont résonné, tranchants et délibérés. Maman a tressailli. Je l'ai vue, mais elle n'a rien dit. L'humiliation me brûlait, mais c'était la peur dans les yeux de maman qui ressemblait à la vérité brute s'échappant par les fissures. Mathilde ne s'était pas contentée de m'insulter. Elle avait exposé quelque chose qu'elle n'était pas censée dire à voix haute. Plus tard cette nuit-là, dans mon ancienne chambre dont les murs étaient encore peints du bleu pâle que j'avais choisi à 15 ans, j'ai fouillé dans de vieilles boîtes comme quelqu'un cherchant la preuve de sa propre existence. Au fond de mon placard, j'ai trouvé une enveloppe qui n'était pas à sa place. La poussière autour avait été récemment dérangée. À l'intérieur se trouvait une photographie, une Béatrice plus jeune me tenant bébé, debout à côté d'un homme que je ne reconnaissais pas. Au dos, de l'écriture de ma mère, « Pardonne-moi ». Mes mains tremblaient pendant que je prenais des photos de tout. Puis je me suis tournée vers le kit ADN que Mathilde m'avait livré comme une arme. Elle voulait que je le fasse. Elle voulait qu'il se passe quelque chose. Très bien. Je l'ai posté le lendemain matin, non pas parce que Mathilde le voulait, mais parce que j'avais besoin de connaître cette vérité qu'elle était si impatiente d'utiliser contre moi. Les résultats sont arrivés 5 semaines plus tard, par un mardi après-midi pluvieux. J'étais à mon bureau à Nantes, écoutant distraitement le bourdonnement de l'open space, quand la notification est apparue sur mon téléphone. Je m'attendais à de l'effroi. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'était cette clarté, nette, froide, indéniable. Aucun lien biologique détecté avec la famille Valmont. Mon souffle s'est coupé, mais j'ai continué à lire. Une correspondance suggérée avec la lignée des Lefort. Un nom que je n'avais jamais prononcé, jamais entendu, soudainement lié à moi par le sang. Cela ne m'a pas fait mal de la manière que j'imaginais. C'était comme la confirmation de quelque chose que j'avais toujours pressenti. J'avais été une invitée dans ma propre enfance, jamais une fille. Ce qui m'a le plus secoué est venu ensuite. Quand j'ai envoyé les résultats sur la discussion de groupe familial, sans drame, juste une capture d'écran et une question simple, quelqu'un veut-il expliquer cela? Mon téléphone a vibré presque instantanément. Maman m'a appelé en sanglotant, non pas par remords, mais par peur. Camille, ma chérie, s'il te plaît, efface ça. Tu ne comprends pas. C'est compliqué. Des choses se sont passées il y a longtemps. Nous avons tourné la page. Elle ne s'est jamais excusée. Elle n'a jamais évoqué les décennies que j'avais passées à me sentir comme un fardeau dans sa maison. Elle m'a juste supplié d'enterrer la vérité à nouveau. Mais Mathilde n'a pas rappelé. Elle a envoyé un SMS. Juste 4 mots, voilà, maintenant tu sais. Froide, satisfaite, comme si elle avait attendu la moitié de sa vie le moment où je découvrirais que je n'étais pas à ma place. Ce soir-là, je l'ai appelée, tremblante de questions que je ne savais pas comment poser. Elle a décroché à la 3e sonnerie, la voix dégoulinante d'irritation. Pourquoi Mathilde? Pourquoi maintenant, ai-je exigé? Pourquoi pousser à cela? Pourquoi m'humilier? Elle a ri doucement, un son qui a frappé comme de la glace. Parce que j'ai gardé ce secret de famille pendant 20 ans. Parce que maman me devait bien ça. Parce que tu as joué la victime assez longtemps.
Et maintenant, les bonnes personnes recevront enfin ce qu'elles méritent. Elle a raccroché. Ces mots sont restés collés à moi comme de la fumée. Le lendemain matin, j'ai commencé à poser des questions discrètes. J'ai parlé à la famille, à des amis, à d'anciens voisins, des gens qui avaient connu mes parents avant que Mathilde et moi ne soyons nés. Ce qui en est ressorti m'a glacé le sang. Mathilde fouinait depuis des mois, rencontrait des avocats spécialisés en succession, faisait allusion à des changements à venir, parlant comme si l'héritage de papa lui appartenait déjà. J'avais besoin d'aide. Une aide sérieuse. Le genre d'aide que papa aurait insisté pour que je cherche. J'ai donc engagé une avocate, maître Sophie Lefebvre, connue pour son travail dans les litiges successoraux complexes. Je lui ai tout apporté, les résultats ADN, la photographie, les captures d'écran des messages de Mathilde, les conversations étranges, la peur dans la voix de maman. Maître Lefebvre a écouté, le visage impassible, prenant des notes comme si elle assemblait un puzzle. « Votre instinct est le bon », a-t-elle fini par dire. Ce n'est pas seulement de la rancœur. Quelqu'un est en train de monter un dossier pour vous effacer de l'héritage. 3 jours plus tard, j'ai reçu l'appel qui a tout changé. Maître Garnier, notre notaire de famille de longue date, paraissait anormalement formel. Camille, votre père a laissé des instructions pour la lecture du testament sous des circonstances spécifiques. Ces circonstances sont désormais réunies. Je pense que vous devriez être préparé à ce que vous allez entendre. Préparé ? Je doute que quiconque aurait pu l'être. Le matin de la lecture du testament, Lyon semblait plus froide que dans mes souvenirs. Pas un froid saisonnier, mais ce genre de froid qui s'insinue dans les os. Le genre qui résonne comme un avertissement. Maître Lefebvre et moi sommes arrivés tôt à l'étude notariale située dans un immeuble bourgeois du centre-ville. Des fenêtres allant du sol au plafond, du bois sombre. Le genre d'endroit où les vérités ne se cachent pas, elles résonnent. Nous avons choisi des sièges près de la fenêtre, hors de la ligne de mire directe. Sophie a chuchoté, observez tout. Ne parlez que si nécessaire. Son calme a apaisé la tension dans ma poitrine. Maman est arrivée ensuite. Elle avait l'air épuisée, comme si elle n'avait pas dormi depuis des jours. Ses cheveux étaient épinglés à la hâte et elle serrait son sac à main à 2 mains comme si c'était la seule chose qui la maintenait debout. Elle ne m'a pas salué, n'a même pas croisé mon regard. Elle s'est effondrée sur une chaise à l'autre bout de la table, fixant la surface polie comme si elle allait l'engloutir. Puis Mathilde est entrée. Ses talons claquaient sèchement sur le sol en marbre, chaque pas portant une assurance arrogante qui frisait le théâtral. Elle portait un tailleur coûteux couleur crème, parfaitement ajusté, et un maquillage prononcé qui la rendait plus dure. Et bien sûr, elle avait amené son propre avocat, un homme que je reconnaissais sur des affiches publicitaires, se vantant de ses méthodes agressives en droit des successions. Mathilde m'a adressé un lent sourire. « Camille », a-t-elle dit comme si elle saluait quelqu'un d'insignifiant, mais ses yeux brillaient d'une attente gourmande. Elle croyait avoir déjà gagné. Maître Garnier est entré en dernier, portant un dossier épais. Il bougeait avec le calme délibéré de celui qui comprend le poids de ce qu'il s'apprête à déclencher. Lorsqu'il a atteint le bout de la table, il a posé une main sur le dossier et nous a regardés un par un. Avant de commencer, a-t-il dit, je tiens à préciser que Jean-Pierre Valmont a laissé des instructions explicites sur la manière dont cette lecture doit se dérouler. Il avait anticipé des complications. Tout ce que je vais partager a été préparé en pleine connaissance de circonstances que certains d'entre vous pourraient trouver surprenantes. Le sourire de Mathilde a vacillé. Garnier a ouvert le dossier et a commencé la lecture. Moi, Jean-Pierre Robert Valmont, déclare ceci être mon testament final. Je lègue 70% de mon patrimoine, incluant la maison familiale, les comptes d'investissement et les actifs, à ma fille, Camille Valmont. Le silence a claqué dans la pièce comme un fouet. Mathilde s'est levée d'un bond. Elle n'est pas sa fille, a-t-elle hurlé. Nous avons la preuve ADN. Elle n'a aucun droit légal. Garnier a levé la main. Asseyez-vous, je vous prie. Ce n'est pas fini. À contre-cœur, elle s'est rassise, bien que sa mâchoire soit si contractée que j'ai cru qu'elle allait se briser une dent. Garnier a repris la lecture.
Je sais depuis que Camille a 2 ans qu'elle n'est pas mon enfant biologique. J'ai choisi de l'élever malgré tout. Je choisis de lui laisser mon héritage parce qu'elle seule s'en est montrée digne. Cette décision ne nécessite aucune validation supplémentaire. Le teint de Mathilde est devenu grisâtre. Maman a fermé les yeux, la douleur crispant ses traits. Mais Garnier n'avait pas terminé. 8 mois avant son décès, M. Valmont a engagé un détective privé pour documenter toute tentative de manipulation ou d'ingérence dans sa succession. Le détective a rassemblé des preuves substantielles. Il a posé une pile de documents sur la table, des paiements, des retraits, des factures et des journaux de réunion démontrant les efforts de Mathilde Valmont pour faire pression sur son père afin de modifier son testament, incluant des retraits non autorisés totalisant 50 000 € durant sa maladie. L'avocat de Mathilde s'est raidi. Nous n'avons pas été informés. Garnier l'a coupé. Vous n'aviez pas à l'être. De plus, l'enquête a documenté des consultations avec 3 avocats spécialisés, des conversations sur les changements à venir dans l'héritage familial, et l'achat d'un test ADN envoyé à l'adresse de Mathilde et emballé comme un cadeau. Les yeux de Mathilde se sont agrandis. C'est ridicule, a-t-elle dit, la voix tremblante. C'était une plaisanterie. Garnier a posé le dernier document, une note manuscrite de l'écriture indéniable de mon père. Monsieur Valmont a demandé que je lise ceci à haute voix. Il a déplié la page. Mathilde, je sais ce que tu manigances. Je t'ai vu essayer de manipuler ta mère. J'espérais que tu ferais d'autres choix. Ces conséquences sont de ton propre fait. Un son s'est échappé de la gorge de Mathilde, entre le halètement et le grognement. Son avocat s'est penché vers elle. Ne contestez pas cela, a-t-il chuchoté durement. Il y a une clause de non-contestation. Vous perdrez tout. Mais Mathilde perdait pied. C'est une fraude, a-t-elle craché. Camille l'a manipulée. Elle a trompé un homme mourant. Sophie s'est levée. Sa voix était calme mais puissante. Le testament reconnaît explicitement la filiation de Camille et documente le raisonnement de M. Valmont. Toute contestation serait abusive et déclencherait la clause de déchéance, incluant le remboursement des prêts en cours, soit environ 200 000 €. Le visage de Mathilde s'est tordu. Ce n'est pas un prêt. Il m'a donné cet argent. Pas selon les registres de la succession, a répondu Garnier calmement. Maman a enfin parlé, sa voix n'étant plus qu'un murmure fragile. Mathilde, arrête. Mais Mathilde ne pouvait pas. Des années de sentiments de supériorité, d'amertume et de peur entraient en collision. Ça devrait être à moi, a-t-elle sifflé. Tout. C'est moi la vraie fille. C'est moi qui suis restée. Je me suis levée lentement, la voix assurée. Tu n'es pas restée, Mathilde. Tu as contrôlé. Tu as menacé. Tu as bâti ta vie sur des secrets que tu n'as jamais mérités. Elle s'est tournée vers moi, les yeux égarés. Tu ne mérites rien, Camille. Garnier a ajouté doucement, il y a autre chose que votre père a laissé. Il a ouvert une plus petite enveloppe qui m'était adressée. À l'intérieur se trouvait une courte lettre. Camille, tu as passé ta vie à croire que tu étais invisible. Tu ne l'étais pas. J'ai vu ta force, ta gentillesse, ton intégrité. Tu étais ma fille, non par le sang, mais par choix. Et je te laisse mon héritage avec la certitude absolue que tu l'honoreras. Ma vue s'est brouillée. Quand j'ai levé les yeux, Mathilde avait enfin compris. Ce n'était pas ma victoire. C'était sa défaite, orchestrée par l'homme qu'elle avait le plus sous-estimé. Les retombées juridiques sont arrivées plus vite que prévu. L'avocat de Mathilde s'est retiré dès le lendemain matin, la laissant se démener pour trouver quelqu'un acceptant de reprendre un dossier qui s'effondrait déjà sous son propre poids. Lorsqu'elle a tout de même tenté de contester le testament, le juge a rejeté sa demande. En quelques minutes, la clause de non-contestation est devenue exécutoire. Les preuves étaient accablantes. Son héritage s'est volatilisé. Le prêt qu'elle avait contracté auprès de papa, ses 200 000 €, a été converti en dette personnelle envers la succession. Quant aux 50 000 € de retrait non autorisés, elle a reçu un délai d'1 an pour les rembourser sous peine de poursuite pénale.
Pour la première fois de ma vie, Mathilde paraissait petite. Pas humble, juste acculée par les conséquences qu'elle avait toujours réussi à fuir. Maman est venue me voir une semaine plus tard. Elle s'est assise sur le canapé de mon appartement à Nantes, les mains jointes, les yeux rougis. Elle m'a tout raconté, la vérité sur mon père biologique, l'accord passé il y a des décennies, la culpabilité qu'elle portait mais n'avait jamais affrontée. J'ai écouté, mais je n'ai pas cherché à la prendre dans mes bras. Certaines blessures exigent de la distance, pas de la proximité. Je veux arranger les choses, a-t-elle chuchoté. Je te crois, ai-je répondu. Mais arranger les choses commence par me laisser vivre sans porter tes secrets. Dans les mois qui ont suivi, j'ai pris mes distances avec Lyon. J'ai géré la succession avec l'aide de Sophie, soldé les comptes et choisi tranquillement, délibérément, la vie que je voulais pour la suite. C'était la première fois que je faisais un choix sans me demander qui cela pourrait décevoir. J'ai quitté Lyon et je me suis construit une vie plus paisible en Bretagne, là où les mensonges ne pouvaient plus m'atteindre. Certaines fins ne sont pas bruyantes. Elles consistent simplement à choisir la paix plutôt que la douleur. Et si vous avez déjà été celui ou celle qu'on ignore, sachez ceci, votre valeur ne dépend pas de leur regard.